Mes chers amis, permettez-moi d'abord de remercier Patrick Beaudoin de m'accueillir une nouvelle fois ici à Saint-Mandé. Il a eu raison de rappeler que j'y reviens souvent. J'y viens souvent parce que j'y suis bien accueilli. Et puis j'y viens souvent parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration et d'affection pour Patrick. Et je suis heureux de vous dire qu'il va repartir au combat pour reprendre son poste de parlementaire à l'Assemblée nationale aux prochaines élections législatives. Je veux remercier mon amie Catherine Procaccia, sénateur de ce département, et Jacques-Alain Benisti, avec lequel j'étais encore hier à Morteau, dans le Haut-Doubs. Je veux remercier tous les élus et chacun d'entre vous. Mais je veux tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour préparer l'alternance politique. Les primaires de la droite et du centre, c'est en fait le premier tour de l'élection présidentielle et c'est le début du processus qui va conduire à l'alternance politique dans notre pays. Mais cette alternance politique, ça ne doit pas être une alternance comme les autres. Une alternance comme toutes celles qu'on a connues depuis longtemps. La droite qui remplace la gauche qui remplace la droite. Pourquoi? Parce que la France va très mal. Parce que la France va beaucoup plus mal que lors des alternances précédentes. Parce qu'on peut même se poser la question aujourd'hui de savoir s'il y aura toujours une France dans 50 ans. Je veux dire une France indépendante, une France rayonnante, une France capable d'influencer encore le monde par sa culture, par sa langue, par ses idées. Le choix des Britanniques de quitter l'Union européenne, qui vient après la crise financière, cette crise financière que presque tout le monde a oublié, mais qui en 2008 et 2009 a failli mettre par terre l'ensemble du système financier mondial, et en particulier européen. Ce Brexit qui vient après la crise des réfugiés dans laquelle nous sommes toujours. Ce Brexit qui vient après les attaques terroristes meurtrières contre notre territoire, mais aussi contre beaucoup d'autres vies innocentes à travers le monde. Ce Brexit, ça pourrait bien être le coup de grâce. Si nous ne sommes pas capables de nous rassembler et de réagir avec le sens de l'intérêt général, si nous ne sommes pas capables de surmonter nos divisions, de prendre un peu de hauteur, de surmonter, au fond, nos égoïsmes. Pourquoi? Parce que ce Brexit, c'est en réalité un nouveau symptôme de l'effondrement progressif de toutes les structures et de tous les repères que nous avions construits après la Seconde Guerre mondiale. C'est le monde d'après la Seconde Guerre mondiale qui est en train de disparaître, progressivement. Et on ne sait pas par quoi il sera remplacé. Il y a eu évidemment la chute du bloc soviétique, on ne peut pas dire que ça nous ait attristés. Il y a eu ensuite les Balkans, l'Europe de l'Est. Il y a maintenant les États du Moyen-Orient qui sont en train d'exploser, avec sans doute demain des États qui seront en réalité communautaires, des États chiites, des États sunnites, des États kurdes. Et puis maintenant, il y a l'Europe elle-même qui est attaquée par la division et qui se fissure. Et tout ça dans un climat dont il faut bien reconnaître que c'est un climat de violence, un climat d'intolérance, un climat de guerre de religion, un climat avec des relents de totalitarisme. Dans ce climat-là, il faut dire que le Premier ministre britannique, M. Cameron, a joué avec l'avenir du Royaume-Uni et il a joué avec l'avenir de l'Europe pour des considérations qui, de mon point de vue, sont d'abord des considérations politiciennes, des considérations de politique intérieure. Il a perdu. Il restera dans l'histoire celui qui a fait sortir la Grande-Bretagne de l'Europe. Ce que je voudrais vous le faire remarquer, Margaret Thatcher n'avait jamais envisagé. Et pourquoi je la cite? Je la cite pour dire qu'il y a une différence entre les hommes d'État et les politiciens. Il y a une différence entre les hommes et les femmes d'État et les politiciens. Margaret Thatcher s'est battue pour obtenir tout ce qu'elle pouvait obtenir de l'Europe, mais elle n'a jamais envisagé d'en sortir. Quant au général de Gaulle, qu'on présente toujours comme un anti-européen, on oublie juste que c'est lui qui a fait rentrer la France dans le marché commun. Voilà, c'était des hommes d'État.
À côté de ça, M. Cameron, lui, a joué à la roulette russe avec le référendum, et M. Hollande et Mme Merkel n'ont rien fait, ni pour convaincre les Britanniques de rester dans l'Union européenne, ni pour préparer leur départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation grave d'incertitude qui fait peser des menaces sur la situation économique et financière de l'Europe, mais qui fait aussi peser des menaces sur la cohésion de l'ensemble de notre projet européen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'abord, maintenant que le divorce est prononcé, il faut qu'il ait lieu de manière sereine, dans le calme. Le Royaume-Uni sort, mais il ne devient pas pour autant un adversaire. Et je lisais tout à l'heure un tweet particulièrement bien inspiré de mon ami Bruno Retailleau qui disait que ce serait quand même un comble que demain on supprime les visas pour les Turcs et on les exige pour les Anglais. Il faut évidemment aller vite, ne pas perdre de temps, parce que plus on va perdre de temps, plus les incertitudes vont contribuer à affaiblir l'Europe, son économie, ses marchés. Et il faut sans doute prendre des mesures symboliques pour montrer que ce divorce est enclenché. Parmi ces mesures symboliques, il me semble qu'il y en a deux qui devraient s'imposer. Les parlementaires britanniques au Parlement européen de Strasbourg devraient d'eux-mêmes dire qu'ils ne participent plus au vote sur l'avenir de l'Union européenne. Honnêtement, ce serait, comme on dit, fair play. Et ensuite, les fonctionnaires de la Commission européenne d'origine britannique devraient se mettre en réserve et ne plus participer aux décisions qui vont engager l'avenir d'un continent auquel ils n'appartiennent plus. Je veux dire d'ailleurs qu'il faut rendre hommage au commissaire britannique qui, lui, a tiré les conséquences immédiatement du vote de son peuple en démissionnant de la Commission européenne. Ça, c'est pour les Anglais, enfin pour la Grande-Bretagne. Maintenant, il faut voir ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire pour redonner au projet européen les objectifs, le souffle, l'efficacité dont il a besoin? Bien, pour moi, c'est simple, il faut se poser la question de savoir où est-ce qu'on a besoin de l'Europe. Et évidemment, a contrario, où est-ce qu'on n'a pas besoin de l'Europe? Bon, on a besoin de l'Europe sur 3 sujets pour moi. On a besoin de l'Europe pour assurer notre indépendance et notre souveraineté économique et financière. Pourquoi? Parce que nous sommes menacés par des ensembles considérables, par des empires, des nouveaux empires au fond. Et si nous ne sommes pas suffisamment rassemblés, suffisamment forts et suffisamment fermes, nous serons balayés par ces empires. Si vous voulez négocier un accord commercial avec la Chine, il faut mieux être 300 ou 400 millions d'habitants que 60. Voilà, 60 millions d'habitants, c'est 5 grandes villes chinoises. Il y a peu de chances pour que ça les impressionne. Donc il faut que nous soyons soudés pour protéger, ce que nous n'avons pas suffisamment fait dans le passé, nos marchés par rapport aux défis que nous lance le continent asiatique et qui est sans doute à long terme le défi le plus difficile et le plus vital pour l'économie européenne et donc pour notre mode de vie et pour notre civilisation. Et puis, il y a une deuxième décision que nous devons prendre pour protéger notre indépendance, c'est chercher comment nous affranchir à terme du dollar dans les échanges internationaux. Pourquoi? Parce que nos amis américains utilisent le dollar d'une manière éhontée pour appliquer systématiquement leurs règles, leurs lois, leur législation intérieure à toutes les entreprises européennes. Le deuxième défi qu'il faut relever et pour lequel on a besoin de l'Europe, c'est celui de la sécurité. C'est même le plus urgent, puisqu'il est aujourd'hui menacé en particulier par la crise des réfugiés. Donc on a besoin de frontières européennes maintenant, pas dans des années, maintenant, de frontières européennes gardées, surveillées par des gardes-barrières, par des gardes-côtes, avec tous les moyens électroniques qui existent aujourd'hui pour assurer la sécurité des frontières. C'est possible, il suffit d'aller aux États-Unis aujourd'hui pour comprendre ce que c'est qu'une frontière et comment les Américains se protègent quand on vient sur leur territoire. Des frontières, mais aussi une défense. Nous voyons bien depuis plusieurs mois
que nous sommes attaqués sur notre sol. Nous sommes en réalité en guerre. Nous sommes en guerre avec l'État islamique. Et nous sommes en guerre finalement avec tout ce qui tourne autour de ce que j'appelle moi le totalitarisme islamique. Ce nouveau totalitarisme qui est en train d'essayer de s'emparer d'une partie du monde. Dans cette guerre-là, la protection des États-Unis, la vieille alliance atlantique, de mon point de vue, ne fonctionne pas. Elle ne suffit pas, elle n'assure pas notre sécurité. Donc il faut que les Européens s'organisent. Et pour que les Européens s'organisent, il ne faut évidemment pas une armée européenne, certainement pas, il faut une alliance européenne. Et il faut que les Européens partagent les coûts, ce que les Américains appelaient autrefois le partage du fardeau dans l'OTAN. Eh bien, il faut que les Européens partagent les coûts de la sécurité et les coûts de la défense, parce que ça ne peut pas être seulement la France et la Grande-Bretagne qui portent tout l'effort pour la sécurité du continent européen. Et puis enfin, il me semble que le troisième défi pour lequel nous avons besoin de l'Europe, c'est l'excellence de la civilisation européenne qu'il faut défendre. Cette civilisation européenne qui est certainement, en tout cas pour moi, celle qui est allée le plus loin dans la protection des libertés individuelles, dans la protection de la personne, et qui est d'une certaine façon unique, et qui doit être protégée, défendue, et qui doit aller de l'avant. Or, à force d'être mondialistes, certains ont non seulement enterré les nations, mais ils ont même enterré la civilisation européenne. La civilisation européenne, c'est la philosophie antique, c'est les valeurs chrétiennes, c'est l'état de droit, c'est la solidarité, c'est le goût des arts et des sciences, c'est la liberté de parler, de penser, de voter, c'est tout cela qui forge l'âme européenne. Eh bien, si ce patrimoine ne vibre pas en nous, alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Et s'il vibre en nous, alors il faut le défendre, le protéger, le faire grandir. Comment il faut le faire? Eh bien, il faut le faire au départ, parce qu'il faut être pragmatique, à partir du plus petit nombre possible de pays, et le plus petit nombre possible de pays, grosso modo aujourd'hui, c'est la zone euro. Et donc il faut, à partir de cette zone euro, reconstruire un vrai projet européen qui permette de répondre aux trois défis que je viens d'évoquer. Alors la question qui se pose naturellement, c'est est-ce que François Hollande est en mesure de relever ce défi? Est-ce qu'il est en mesure d'apporter aujourd'hui à la fois l'autorité et l'imagination qui permettront de bâtir un nouveau projet européen? Le général de Gaulle disait « L'essentiel pour jouer un rôle au-delà de ses frontières, c'est d'exister par soi-même chez soi. » Eh bien, malheureusement, François Hollande n'existe pas par lui-même chez lui. Et on pourrait résumer son quinquennat par trois mots. Pardon si ce sont des mots violents, mais ce sont les seuls qui me paraissent à la hauteur de la calamité qu'a été ce quinquennat. François Hollande, c'est l'imposture, c'est l'incompétence et c'est le mensonge. Je ne savais pas par lequel commencer. L'imposture, c'est quoi? C'est l'élection de 2012. Il n'y a pas de crise, élisez-moi, tout va s'arranger, et puis j'aime pas les riches, je combats la finance, je vais leur flanquer une taxe à 75% et vous verrez, ça permettra de résoudre les problèmes du pays. 4 ans plus tard, c'est le même François Hollande qui vient devant les Français, flanqué d'Emmanuel Macron, banquier d'affaires chez Rothschild, et de Manuel Valls, l'homme qui, au Parti socialiste, depuis 15 ans, explique qu'il faut supprimer les 35 heures, supprimer l'ISF, mettre en place une politique d'immigration par quota et rétablir les statistiques ethniques. Et il vient vous dire, on va mener une politique différente et on va libéraliser le droit du travail. Eh bien, il y a une imposture. Et on ne peut pas reprocher à sa majorité d'être un peu réticente à s'engager dans cette voie. Ensuite, c'est l'incompétence. Pourquoi je dis que ce quinquennat est caractérisé par l'incompétence? Parce que nous avons un président de la République qui ne prend jamais de décision. Parce que nous avons un président de la République qui ne tranche jamais rien. Parce que nous avons un président de la République qui a laissé s'installer
une sorte de laxisme qui, aujourd'hui, encourage tous les mouvements, y compris les plus violents. Le quinquennat de François Hollande, il commence avec Leonarda. Vous vous souvenez de cette image terrible? Et j'ai envie de dire, il finit, même s'il n'est pas encore tout à fait fini malheureusement, avec Emmanuel Macron. Je reviens sur lui. Pourquoi? Emmanuel Macron, c'était le conseiller économique de François Hollande. C'est aujourd'hui son ministre de l'économie. Eh bien, ce ministre de l'économie se promène en marchant dans le pays en disant « la politique de François Hollande est nulle et il faut en changer ». Et il construit un parti politique pour le défendre. Eh bien, je ne critique pas Emmanuel Macron, mais je critique François Hollande. Parce que garder un ministre de l'économie qui, tous les matins, explique que la politique du gouvernement est nulle, ça veut dire qu'on n'a aucune autorité. Et c'est ça la réalité. Et le mensonge, c'est la grande campagne de communication engagée depuis des semaines sur le ton de « ça va mieux ». Ça va tellement mieux qu'on vous promet aujourd'hui des baisses d'impôts, de nouvelles baisses d'impôts, alors même que la Cour des comptes a expliqué hier que les engagements n'étaient pas tenus, que le déficit ne serait pas celui qui était prévu, que la plupart des économies qui sont annoncées par le gouvernement n'existaient pas et qu'une grande partie des dépenses nouvelles qui sont justement promises pour des raisons électorales n'étaient absolument pas financées. Voilà le mensonge. Eh bien, le bilan de ce quinquennat ne permet pas à François Hollande d'être debout chez lui pour pouvoir engager un mouvement de rénovation de l'appareil européen et pour redonner un espoir au continent européen. Il va donc falloir, et ça va être la mission qui va nous incomber, remettre d'aplomb le pays. Comment remettre le pays d'aplomb? D'abord en lui donnant de la liberté. Depuis que j'ai quitté mes fonctions de Premier ministre, j'ai fait ce que devrait faire tout responsable politique après une défaite électorale, surtout s'il a l'intention d'exercer à nouveau des responsabilités. J'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé à travers toute la France rencontrer les Français de manière discrète pour les entendre, pour m'expliquer sur le bilan qui était le nôtre et puis au fond pour bâtir avec eux un projet. Qu'est-ce que m'ont dit l'immense majorité des Français que j'ai rencontrés? Fichez-nous la paix. Que l'État nous laisse tranquilles, qu'on nous laisse travailler. On comprend qu'il y ait des règles, on comprend qu'il y ait des normes à respecter, on comprend qu'il y ait des charges et qu'il y ait des impôts, mais il y en a trop, c'est trop, ça ne peut plus fonctionner, on étouffe. Et les gens qui m'ont dit ça, ce n'est pas des entrepreneurs, bien sûr que les entrepreneurs disent ça, on le sait, mais c'est toutes les professions, c'est des agriculteurs, c'est des médecins, c'est des personnes qui construisent des logements, c'est des directeurs d'établissements scolaires. J'ai même eu la surprise, la semaine dernière, à Caen, je participais à un déjeuner-débat avec ce qu'on appelle les acteurs de l'économie solidaire et sociale. Des hommes et des femmes qui s'occupent d'insertion sociale, qui s'occupent d'handicapés, qui sont dans une économie qui n'est pas tout à fait au cœur du libéralisme et de la bataille des marchés. Et à la fin du déjeuner, je leur ai dit, est-ce qu'il y a un message que vous voulez me faire passer? Un seul. Oui, qu'on nous fiche la paix, que l'administration nous laisse faire, qu'on n'ait pas des papiers à remplir sans arrêt, qu'on ne soit pas contrôlé tous les jours, avec des statuts qui sont totalement incohérents. Et puis le soir, je faisais une réunion comme celle-ci à Courseulles-sur-Mer, là où le général de Gaulle a mis le premier pied sur le continent européen et en France après le débarquement, même s'il y a une contestation sur la question de savoir s'il a mis le pied sur Courseulles ou sur la commune d'à côté. Et avant le meeting, j'ai été reçu par le conseil municipal de la commune et je leur ai demandé, est-ce que vous avez un message à me faire passer? Un seul? Oui, qu'on nous fiche la paix, qu'on puisse travailler, que les collectivités locales puissent s'organiser, qu'on ne soit pas sans arrêt étouffé sous les normes et sous les règlements. Et donc il faut libérer notre pays. Je m'en suis exprimé à maintes reprises et je ne veux pas le faire ce soir parce que j'ai d'autres choses dont je veux vous parler, mais vous voyez bien qu'il faut libérer le travail, qu'il faut libérer l'investissement, qu'il faut changer la fiscalité, qu'il faut libérer l'enseignement professionnel, qu'il faut modifier de fond en comble notre système économique et social. Et qu'on ne vienne pas me lancer
l'accusation insultante d'être devenu ultra-libéral. Vous n'avez pas entendu? Il paraît que je suis devenu ultra-libéral. Tous les commentateurs répètent ça parce que quelqu'un leur a dit, et comme ils répètent tout ce qu'on leur a dit, je suis devenu ultra-libéral. Ça m'étouffe quand j'entends ça. Ça m'étouffe. Nous sommes dans un pays qui consacre près de 60% de sa richesse à la dépense publique. Si on appliquait les mesures que je propose, on descendrait au bout de 5 ans peut-être à 52 ou 53%. On est très très loin de l'ultralibéralisme. Je vais rassurer les plus à gauche d'entre vous, s'il y en a, même si on appliquait la totalité du programme que je propose, je les rassure, on serait toujours, dans 5 ans, le pays en Europe qui aurait le plus de dépenses publiques et le plus d'emplois publics, parce que c'est la situation dont nous partons. Ensuite, pour remettre le pays d'aplomb, il faut rétablir l'autorité de l'État. Et rétablir l'autorité de l'État, ça suppose de remplir quelques conditions. D'abord, la première des conditions, elle va de soi, il faut changer de président de la République. La deuxième condition, c'est que nous avons besoin de dirigeants exemplaires. On ne peut pas imposer aux Français le respect de la loi quand ceux qui sont au sommet ne la respectent pas. Alors, ceux qui ne paient pas leurs impôts, ceux qui ont des comptes en Suisse, ceux qui ont des affaires judiciaires partout, ils n'ont pas leur place pour diriger notre pays. Ensuite, pour établir l'autorité de l'État, je vais m'adresser à vous, on a besoin de citoyens responsabilisés. L'autorité de l'État, ce n'est pas juste l'affaire du président de la République, des ministres, de la police et de la justice. C'est toute la société qui porte l'autorité de l'État. Et vous devriez interpeller un peu plus les responsables politiques qui viennent vous expliquer qu'ils ont des solutions sur tous les sujets et qui ne vous interpellent jamais, qui ne vous associent pas à ce travail de reconstruction que nous devons faire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on laisse une jeune femme se faire agresser dans un transport public, on participe à l'abaissement de l'autorité de l'État. Je veux dire que quand on n'est pas capable de faire rentrer ses enfants à la maison le soir, ou qu'on n'est pas capable de les envoyer à l'école le lendemain matin, on participe à l'abaissement de l'autorité de l'État. Les citoyens eux-mêmes doivent être responsabilisés. La troisième condition du rétablissement de l'autorité de l'État, c'est que nous ayons une école qui soit une école des valeurs. Et en particulier une école primaire qui soit une école des valeurs. Parce que l'école primaire, c'est le premier endroit où un enfant va rencontrer la société. Si dans cet endroit-là, il ne rencontre pas la discipline, l'autorité, le respect, alors il y a peu de chances pour qu'il puisse ensuite comprendre que ces règles sont indispensables à la vie en société. Oui, moi je veux une école primaire différente. Je veux une école primaire qui soit concentrée sur l'apprentissage des fondamentaux et sur les valeurs essentielles de la vie en société, c'est-à-dire la discipline, l'autorité, le respect. Ça suppose des programmes, ça suppose des enseignants formés, mais ça suppose aussi des symboles. Et moi, j'en propose un symbole. Même si ça n'est qu'un symbole, je voudrais que dans les écoles, les enfants portent la même tenue. Le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est évidemment des forces de l'ordre qui soient modernes et qui soient respectées. Et de ce point de vue-là, comment ne pas juger scandaleuses les affiches qui ont été publiées, imprimées, créées, imaginées par la CGT et qui montrent des policiers avec le sang qui leur coule des mains comme si c'était des assassins. Rétablir l'autorité de l'État, c'est une justice efficace. Ça veut dire une justice qui a les moyens de son travail, ça veut dire une justice qui est sévère, ça veut dire une justice qui dispose aussi des instruments nécessaires pour que l'exécution des peines se fasse. Évidemment, ce n'est pas facile pour un candidat à l'élection présidentielle de vous dire que l'un des aspects très importants de mon programme, c'est de construire 16 000 places de prison. Ce n'est pas très glamour, comme on dit, mais c'est absolument nécessaire à la mise en œuvre d'une vraie politique pénale dans notre pays. Et puis enfin, rétablir l'autorité de l'État, c'est contrôler
les personnes qui rentrent sur notre territoire et lutter contre ce qui serait la mort de l'État, c'est-à-dire le développement du communautarisme. Le contrôle de l'immigration, je propose depuis longtemps une politique simple, efficace, claire, un quota annuel maximum, voté par le Parlement en toute transparence, un quota qui tient compte des capacités d'accueil du pays, des emplois, des capacités d'accueil des services publics, des logements, un quota qui tient compte aussi des besoins de notre pays en matière de qualification professionnelle. Et enfin, un quota qui tient compte des régions du monde vers lesquelles on veut se tourner parce qu'on a le droit d'accueillir des personnes qui viennent de régions différentes du monde, et pas d'une seule. Parce que quand toute l'immigration vient d'une seule région, alors évidemment, il se crée un phénomène de ghetto, un phénomène de communautarisme qui est extraordinairement dangereux pour la société française. Et puisque j'évoque le communautarisme, je voudrais en dire un mot. Moi, je suis catholique et je revendique ma foi. Je la revendique parce que je ne veux pas qu'on m'impose des règles qui m'empêcheraient d'exercer la foi qui est la mienne. Je suis un combattant de la liberté religieuse. Et en même temps, je sais que l'Église à laquelle j'appartiens s'est battue pendant 200 ans contre l'État et contre la République, parce qu'elle ne voulait pas accepter justement de s'effacer derrière les institutions politiques, les institutions publiques, parce qu'elle ne voulait pas d'un partage des rôles entre, au fond, le spirituel et le temporel. Ce combat a été un combat terrible. Il a été parfois très violent. J'habite, quand je ne suis pas à Paris, dans une commune dans la Sarthe où il y a une très grande abbaye. Je vais rendre régulièrement visite au Père Abbé, et souvent il me dit, la dernière fois qu'un préfet, parce que pour un Père Abbé, un Premier ministre, un homme politique, un préfet, tout ça c'est pareil, la dernière fois qu'un préfet est venu nous voir, c'était en 1901 pour nous dire, vous avez 24 heures pour quitter le territoire. Et on est revenu, me dit-il, 30 ans plus tard. Voilà, c'était ça le combat à l'époque. Eh bien moi je pose une question simple. Pourquoi est-ce que ce que l'Église catholique a accepté, ce que les protestants ont accepté, ce que les juifs ont accepté, les musulmans ne l'accepteraient pas sur notre territoire? Comment y parvenir? Eh bien, d'une certaine manière, avec la même méthode, en essayant de faire en sorte que ça aille plus vite et que ça soit moins violent. Un contrôle administratif. Quand Napoléon s'est trouvé en face de la question de savoir comment intégrer la religion juive à la République, enfin à la France et à l'Empire, il a décidé de créer lui-même les structures administratives de gestion de la religion juive. Bon. Eh bien, nous, il faut aujourd'hui que nous mettions en place, le temps qu'il faudra, le contrôle administratif nécessaire, contrôle administratif de la création de lieux de culte, contrôle administratif de ceux qui prêchent dans les lieux de culte, pour savoir ce qu'ils disent, si c'est compatible avec les valeurs de la République et dans quelle langue ils le font, contrôle administratif des financements de la religion musulmane, qui ne peut plus être financée par des puissances étrangères, qui ont d'autres objectifs que le seul objectif de la promotion de leur foi. Et puis enfin, il faut avoir le courage d'interdire purement et simplement, et donc d'expulser les mouvements qui sont des mouvements qui ne sont pas compatibles avec les règles républicaines. On a expulsé, on a interdit, on a dissous en France des mouvements politiques qui n'étaient pas compatibles avec les règles républicaines, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Eh bien, je le dis aujourd'hui, les salafistes, les frères musulmans, par le discours qu'ils tiennent, par les propos qui sont les leurs, ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République. Enfin, remettre le pays d'aplomb, c'est renouer avec le bon sens et c'est rétablir des valeurs essentielles parmi lesquelles il y a la valeur de la famille. Je crois à la valeur de la famille. Je crois qu'elle est la première cellule de notre société. C'est elle qui unit les êtres,
qui donne la vie aux enfants, c'est elle qui aime, qui éduque, qui réconforte, qui accompagne les coups durs, qui suscite les plus beaux moments de l'existence. Si je demandais à chacun d'entre vous quel est le souvenir le plus important, le plus rayonnant de votre vie, je ne pense pas que vous me parleriez de votre dernière promotion professionnelle, de votre compte en banque ou de l'achat de votre appartement. Non, je pense que vous me parleriez du visage de vos parents, de votre mariage, des premiers pas de vos enfants, du dernier Noël passé avec tous les vôtres. Investir dans la famille, c'est investir dans l'affection et dans l'avenir. Et cette cause est d'autant plus sacrée que notre société est par ailleurs dure et qu'elle est bien trop souvent centrée sur des valeurs qui sont des valeurs futiles. La famille est le refuge. Et à juste titre, les familles demandent de l'État et des politiques qui soient moins intrusifs dans la vie des foyers, mais en revanche plus exigeants pour défendre des principes que tous les parents responsables enseignent à leurs enfants. Je veux parler de l'honnêteté, du mérite et de la morale. Les familles ne demandent pas l'impossible aux gouvernants. Elles leur demandent juste l'essentiel. Le respect de leur intimité, l'ordre pour les protéger de la violence, une bonne éducation, des perspectives d'emploi, et puis bien sûr, des conditions favorables pour vouloir et avoir des enfants. Depuis 50 ans, on peut dire que notre politique familiale a été une réussite. Elle a donné aux femmes la possibilité de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale, et elle nous a permis d'avoir une natalité forte. Nous devons tout faire pour maintenir un taux de fécondité robuste, parce qu'un pays sans enfants, c'est un pays sans futur. La moyenne par couple dans notre pays tourne à peine autour des 2 enfants, et elle est en train de descendre en dessous. Le goût, le choix du 3e enfant doivent être favorisés, encouragés. La famille nombreuse doit être encouragée, elle ne doit pas être pénalisée. Je veux prendre l'engagement devant vous de maintenir l'enveloppe financière consacrée à la famille, quelles que soient nos contraintes financières. Je veux rétablir l'universalité des allocations familiales, parce que toutes les familles ont droit à ces allocations familiales. Parce que je crois qu'il est juste d'aider les classes moyennes qui paient l'impôt, je veux relever le quotient du plafond familial et je veux mettre ainsi fin à la surimposition fiscale dont les classes moyennes ont été victimes, en particulier depuis 4 ans. Parallèlement, je veux que nous poursuivions les efforts pour améliorer l'accueil de la petite enfance et ainsi permettre aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle. Je veux favoriser la diversité des modes de garde et respecter les choix des familles. Comment? Eh bien d'abord en simplifiant les normes et les contraintes réglementaires. Il ne s'agit pas évidemment de remettre en cause la sécurité des enfants, non. Il s'agit d'éviter les réglementations inutiles, les réglementations tatillonnes, les réglementations qui au fond aboutissent au résultat inverse de celui qui est poursuivi. Ainsi par exemple les maisons d'assistants maternels permettant de regrouper des assistants maternels souhaitant exercer leur profession en commun constituent une formule souple, innovante, sur laquelle d'ailleurs Caroline Cayeux vient de faire au Sénat un rapport d'information. De même, l'enveloppe des aides fiscales et sociales consacrées aux aides pour les particuliers employeurs doit être accrue, sanctuarisée. Il est essentiel de garantir sur tous ces sujets la stabilité fiscale pour que les familles puissent s'engager, avoir un projet d'avenir et ne pas voir ce projet remis en cause à chaque vote de budget, à chaque décision court-termiste des gouvernants. Et naturellement, je veux insister sur ce point, l'une des plus grandes libertés que nous avons en France, et pour laquelle nous avons été nombreux à nous battre pour la maintenir, c'est la liberté de l'enseignement. La liberté de l'enseignement, c'est d'abord la liberté des parents de choisir l'école de leurs enfants, l'école publique ou l'école privée. Mais c'est aussi l'obligation pour l'État de permettre cette liberté en rémunérant les maîtres des écoles privées sous contrat
et en ne limitant plus à 20% le nombre des classes financées. Le gouvernement veut aujourd'hui entamer cette liberté en substituant un régime d'autorisation à un régime de déclaration pour les établissements qui ne sont pas sous contrat. Je veux dire clairement que nous n'accepterons pas que le gouvernement porte atteinte d'une manière ou d'une autre à la liberté d'enseignement, parce que c'est une liberté fondamentale que nous devons défendre de toutes nos forces. La politique familiale doit prendre avant tout en considération l'intérêt des enfants. Ça n'était clairement pas la priorité de Madame Taubira. Eh bien, ça sera la mienne. J'étais contre le mariage pour tous et je l'ai combattu au Parlement. Je sais que notre société a évolué. Je sais que l'amour transcende les critères de la biologie. Je ne juge personne et je respecte toutes les tendresses. Mais n'en déplaise à certains, le cycle de la vie est poussé par l'union des femmes et des hommes et on ne m'ôtera pas de l'idée que rien n'est mieux pour un enfant que d'avoir un papa et une maman. Oui, j'étais contre le mariage pour tous, mais j'ai toujours dit avec franchise et sans jamais changer de position qu'on ne pourrait pas abroger ce projet. Je ne veux pas provoquer dans le pays une nouvelle rupture sur le mariage, avec de nouvelles divisions. Mais j'ai également toujours dit qu'il fallait revoir la question de la filiation et donc procéder à une réécriture de la loi Taubira sur l'adoption. Nous devons nous interroger sur les conséquences de la loi sur l'établissement de la filiation et le droit des enfants de connaître leurs origines, donc l'identité de leurs parents biologiques. Sans remettre en question le principe de l'adoption par les couples de même sexe, je veux poser la règle selon laquelle la filiation ne peut être établie de manière exclusive qu'à l'égard de deux personnes de sexe différent. En d'autres termes, il faut se poser la question de l'évolution du statut de l'adoption, qui distingue aujourd'hui une adoption simple, sans conséquence sur la filiation, et l'adoption plénière qui entraîne une nouvelle filiation, remplaçant la filiation d'origine. Mon seul souci dans ce débat, c'est l'intérêt de l'enfant. Et puis pour moi, il y a deux lignes rouges infranchissables. Il y a celle de l'assistance médicale à la procréation, qui doit être strictement réservée aux couples hétérosexuels stériles, et celle de la gestation pour autrui, qui doit être strictement interdite. La GPA, c'est une marchandisation intolérable du corps de la femme. Louer le corps d'une femme pour avoir un enfant, c'est une dégradation de notre conscience humaine. Malheureusement, cette pratique est autorisée dans certains pays, dont les États-Unis, et dont certains États européens. Eh bien, moi je vous le dis, c'est une croisade éthique qu'il faut livrer sur ce sujet. Si j'étais en charge de la France, je conduirais une action au niveau international en faveur de l'interdiction de cette pratique. Et je commencerai par rassembler les pays européens pour qu'ils adoptent des législations restrictives et des législations qui pénalisent la GPA. Et ma conviction, c'est qu'il y a aujourd'hui un noyau dur de pays européens qu'on peut entraîner dans cette direction et qui ensuite pourront permettre de faire ensemble que sur l'ensemble du continent européen, nous ayons cette interdiction de la GPA. Je veux évoquer un autre sujet qui concerne la famille. De la même manière, j'ai pris l'engagement de maintenir le pouvoir d'achat des retraites. C'est un élément fondamental de la justice sociale en direction de nos aînés. Mais moi, je ne fais pas dans la démagogie. Je ne fais pas comme la gauche qui fait des promesses à nos anciens qu'elle est incapable de tenir vu l'allongement de la durée de la vie. J'ajoute que nous sommes dans un pays étrange qui n'a pas les moyens, ou en tout cas qui peine à financer les retraites de ses citoyens, mais qui ne se pose aucune question quand les fonds de pension de nos amis anglo-saxons rachètent par pans entiers
l'économie française pour financer les retraites de nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un pays qui marche sur la tête. En 30 ans, nous avons gagné 10 ans d'espérance de vie supplémentaire. 85 ans pour les femmes, 79 pour les hommes. Dans 15 ans, nous aurons sans doute gagné entre 3 et 4 années supplémentaires. Eh bien moi, je veux assurer aux Français des retraites dignes de leurs efforts. Et de ce point de vue-là, le passage de l'âge de la retraite à 65 ans en est la condition. Tout autre langage n'est que mensonge et lâcheté. Notre société prend de l'âge, mais les 65 ans passés, on n'est pas vieux, on n'est pas hors du coup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'évolutions dans l'organisation de notre société à imaginer pour faire place à cette évolution simplement de l'âge de nos concitoyens. Et puis il y a la dépendance. C'est un enjeu considérable des années à venir. C'est un enjeu pour ceux qui arrivent au bout de leur chemin. C'est un enjeu pour les familles qui doivent soutenir un être cher. C'est un enjeu pour notre société qui ne doit pas fermer les yeux devant la vérité de la vie. J'encouragerai la généralisation d'une couverture assurantielle privée sur une base volontaire et facultative, mais avec de fortes incitations fiscales. Parce qu'il n'est pas question pour moi de créer un cinquième risque, qui serait surtout un cinquième déficit. Le financement de la recherche contre la maladie d'Alzheimer doit être une priorité. Plusieurs mesures permettront par ailleurs de mieux accompagner les personnes dépendantes au quotidien, et notamment l'harmonisation du processus d'instruction et d'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie. Seule une politique volontariste en direction des personnes handicapées, dans l'esprit de la grande loi de 2005, voulue par Jacques Chirac, nous permettra de réaliser une société solidaire, reconnaissant à chacun sa place et sa dignité. Mieux prendre en compte le handicap dans la tarification à l'activité des établissements de santé ou la médecine libérale doit permettre d'offrir des soins plus adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Il faut amplifier l'accueil des élèves en situation de handicap dans les écoles ordinaires, parce que la différence d'un enfant, c'est une richesse pour les autres enfants, et réciproquement. Il faut renforcer la formation des auxiliaires de vie. Nous devons aider et mieux accompagner les aidants familiaux, qui doivent bénéficier de périodes de répit, de soutien extérieur. Et puis, bien sûr, nous devons combler notre retard pour les établissements d'accueil, tant pour les enfants que pour les adultes. Il y a aussi tout l'enjeu de la mise en œuvre de l'accessibilité, les transports, les logements. Nos concitoyens handicapés doivent trouver des solutions pour les aider. Je veux dire à ce sujet, pour revenir à la responsabilisation des citoyens, que dans les petits gestes de la vie courante, la première des aides, c'est évidemment chacun d'entre nous. Parce que la fraternité n'a pas besoin de loi. L'accessibilité doit progresser, mais elle ne doit pas signifier un empilement de normes impossibles à atteindre. Il faut un travail en commun avec les associations de personnes handicapées, les élus dans les collectivités territoriales et les promoteurs immobiliers. Il faut du bon sens plutôt que de la réglementation. Et puis il faut mettre le paquet pour améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Mes chers amis, notre société est traversée de malaise, suicides, troubles mentaux, autisme. Bien des familles sont brutalement frappées. Il faut développer nos politiques de prévention. Prévention et aussi sanction contre la drogue qui intoxique notre jeunesse. Le paradoxe dans notre pays, c'est qu'on fait, à juste titre, des grandes campagnes contre le tabac, contre l'alcool, mais pas grand-chose contre la drogue. Pire, le message de ce gouvernement est ambigu puisqu'il autorise l'ouverture des salles de shoot. Eh bien moi je dis stop à ce silence et à cette ambiguïté. La drogue est un fléau, c'est un fléau qui se combat et qui se soigne. De plus en plus, je vois des familles monoparentales. Je vois des femmes seules avec des enfants, souvent touchées par des situations de pauvreté et d'exclusion extrême. Le regard de ces enfants fait mal. Comme le disait Geneviève de Gaulle-Anthonioz, je la cite, « Lutter contre l'humiliation, croire que l'homme a une valeur, c'est ce qui nous sépare de la préhistoire. Dès le début de mon mandat, je ferai voter une loi portant plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui sera la charte de l'engagement collectif sur tous les fronts de la pauvreté. Cette loi portera en particulier sur la nécessaire refonte des aides sociales dans une allocation sociale unique
destinée à apporter la simplicité, la lisibilité, l'équité et l'efficacité de notre système. Elle procédera également à une remise à plat de la chaîne de l'intervention sociale en France. Cette nécessaire refonte de nos politiques se justifie à mes yeux par la nécessité d'accorder à chaque personne, à chaque famille en difficulté, une attention humaine, une attention qui soit respectueuse de ses parcours de vie comme de son histoire propre. Je veux d'ailleurs à ce sujet rendre hommage aux mouvements associatifs, aux associations familiales, aux associations caritatives, aux associations de défense des intérêts de toute taille et de toute sensibilité. Pour les avoir souvent rencontrées, pour avoir beaucoup travaillé avec elles, en particulier dans mes fonctions d'élu local, je sais que sans elles et sans leur action, la France serait plus déchirée. Elle serait plus abîmée qu'elle ne l'est déjà. Voilà, mes amis, la feuille de route que je propose aux Français pour relancer notre politique familiale et pour ne laisser personne au bord du chemin. Je m'engage dans ce combat pour la France. Je m'engage dans ce combat pour la France que j'aime, pour la France que je voudrais léguer à mes enfants. Cette France-là, elle mérite qu'ensemble on la définisse. Parce que j'en ai assez d'entendre tous ces hommes politiques qui parlent de la France en ne retenant de notre pays, de son histoire et de sa culture que les périodes qui les arrangent, que les périodes qui leur permettent de justifier leurs propres engagements idéologiques. Ma France, ce n'est pas la France de droite ou la France de gauche. Ma France, ce n'est pas cette France tronquée, amputée d'une partie de son histoire et de sa culture. Non, ma France à moi, c'est 16 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. C'est Vercingétorix, c'est Saint-Louis, c'est Louis XI, c'est Louis XIV, je vous rassure, je ne vais pas tous les citer. C'est les révolutionnaires de 1789, c'est Bonaparte, c'est Napoléon Ier et Napoléon III qu'il ne faut pas oublier, tant il a apporté, s'agissant de la modernisation en particulier de notre économie. C'est la Troisième République, c'est le Front populaire, c'est De Gaulle. La France, c'est d'abord et avant tout une langue. C'est une langue magnifique. Une langue qui a d'ailleurs été très longtemps parlée par les élites du monde entier. C'est une belle langue, même avec ses accents circonflexes. La France, c'est une culture qui inspire le monde. Et la France est un art de vivre qui fait toujours envie. Pourquoi est-ce que nous sommes la première destination touristique au monde? Pas seulement à cause de notre patrimoine, et pourtant Dieu sait si ce patrimoine est riche, mais à cause de cet art de vivre qu'un nombre incroyable d'étrangers viennent de partout rechercher sur notre territoire. Et donc la France, pour moi, ce n'est pas ceux qui dénigrent son histoire. Ce n'est pas ceux qui veulent faire de la commémoration de Verdun un bal du 14 juillet. Et ce n'est pas ceux qui se résignent à la voir sortir de l'histoire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a aujourd'hui des forces politiques dans notre pays, quand on les écoute, qui n'ont qu'une envie, c'est que nous ne soyons plus un grand pays, que nous ne soyons plus une grande puissance, que nous n'ayons plus de rôle à jouer dans le monde, que nous devenions une juxtaposition d'individus tentant tant bien que mal de vivre sur le même territoire. Être français, pour moi, c'est se sentir chez soi dans une épopée où tout s'enchaîne. Le Moyen-Âge chrétien, la Renaissance humaniste, la monarchie absolue, la Révolution citoyenne, l'Empire triomphant, les républiques progressistes. Au fond, pour résumer les choses, la France, la mienne, c'est la fille aînée de l'Église et c'est les philosophes des Lumières. Je suis intimement convaincu que la première condition du redressement national, elle est justement dans le respect de notre passé, elle est dans l'acceptation de notre histoire, et elle est dans la reconnaissance des vrais héros qui ont bâti la civilisation, la culture, le pays, l'économie dans laquelle nous vivons. Qui sont ces vrais héros? Ce n'est pas les héros de la télé-réalité. Ce n'est même pas nos amis footballeurs, dont j'espère qu'ils vont gagner la Coupe d'Europe. Et dont j'admire le talent. Mais ce ne sont pas des héros. Les héros, pour moi, ce sont les paysans qui ont bâti au fil des siècles la puissance économique de notre pays. Les héros sont les scientifiques et les inventeurs qui lui ont donné les clés de son rayonnement international.
Les héros, c'est l'Église catholique qui a forgé sa conscience. Ce sont les philosophes des Lumières qui en ont fait, qui ont fait de notre pays l'avant-poste du combat pour les libertés individuelles. Ce sont les soldats de l'an 2 qui l'ont défendu contre ses ennemis. Ce sont les poilus de Verdun, ce sont les Français libres et les résistants. Mais c'est aussi les ingénieurs et les ouvriers qui ont permis Concorde, Airbus, le TGV, Ariane, le nucléaire et toute cette renaissance des années 60 et des années 70. Alors mes amis, si c'est cette France que vous voulez défendre, si c'est cette France dans laquelle vous vous reconnaissez, rejoignez mon combat. Aidez-moi parce que j'ai besoin de vous.